Bonsoir à tous, il est 19 h, vous êtes sur France 3 Alpes, merci d'être avec nous. L'actualité ce soir est évidemment dominée par la rentrée des classes dans les Alpes. Plus de 620 000 écoliers ont retrouvé le chemin de l'école ce matin. Une rentrée placée sous le signe de la sécurité, mais aussi de la hausse des effectifs, tant chez les élèves que chez les enseignants. Nous en parlerons avec notre invitée Claudine Schmitt-Lenné, recteur de l'Académie de Grenoble. Lui, en revanche, va sans doute pouvoir prendre un peu de vacances. Après son historique médaille de bronze sur 200 mètres lors des Jeux Olympiques de Rio, Christophe Lemaître a été reçu et fêté comme il se doit en mairie d'Aix-les-Bains cet après-midi. Le champion savoyard sera lui aussi l'invité exceptionnel de ce journal. Et puis nous prendrons un peu de hauteur avec une véritable découverte. Connaissez-vous l'autogire, ce cousin bien plus léger de l'hélicoptère, a de nouveau le vent en poupe. Dans la région de Grenoble, les passionnés ne manquent pas. Il faut dire que l'engin, en plus d'être amusant, offre de très nombreux avantages. À 19h30 dans le journal national, Carole Gessler reviendra, elle, sur le chaos qui règne au Gabon après la réélection très contestée d'Ali Bongo. La communauté internationale multiplie les appels au calme. Et puis dans quelques minutes maintenant, France 3 aura une petite sœur. France Info, la chaîne d'information en continu du service public, sera lancée à 20 h pile sur le canal 27 de la TNT. À Grenoble, 78 écoles ont donc rouvert leurs portes ce matin, dont le groupe scolaire Jean Racine, où petits et grands étaient à la fois fiers et motivés. Seul bémol, il n'y avait à l'heure de la sonnerie aucun dispositif de sécurité particulier, ce qui n'a pas manqué d'étonner les parents. Le reportage sur place de Renaud Gardette et Maxime Kemener. Terminé les vacances, les cartables sont sur le dos, la tête est encore un peu ailleurs. Mais ce matin, les 358 enfants de l'école Jean Racine étaient très motivés pour cette journée particulière. Des enfants qui attendent beaucoup de leur école. J'aime bien l'école pour grandir et réussir ma vie. Est-ce que tu préfères les vacances ou l'école? L'école, Pourquoi? parce que c'est très important. J'aime bien travailler, j'aime bien prendre les vacances. Même fierté pour certains parents, mais d'autres motivations. Moi, je suis la grand-mère, c'est la première fois qu'il rentre à l'école. Ça vous stresse? Oh, moi, pas du tout, Au contraire, ça me fait des vacances. Officiellement, des mesures de sécurité étaient annoncées pour cette rentrée. Mais ce matin, devant cet établissement, ce qui a le plus surpris les parents, c'était l'absence totale des forces de l'ordre. Ni barrières, ni policiers. La directrice était seule pour filtrer les entrées. Pas de police, rien, pas de policier municipal, il n'y a rien. Donc voilà, ça m'étonne. Il faudrait qu'il y ait plus de sécurité quand même, vu les événements. On peut facilement accéder à l'école, c'est ça le problème. La ville de Grenoble précise que des patrouilles de police sont organisées, mais de façon aléatoire devant les établissements. Je crois qu'il nous faut être dans ce qui est efficace, ce qui marche. On l'a vu avec Sentinelle, c'est plutôt des dispositifs mouvants que des postes fixes qui sont utiles pour la prévention et la mise en sécurité. Donc nous travaillons dans cet état d'esprit-là. Le rectorat appelle aussi les enseignants et les parents à la plus grande vigilance et la ville a fourni les plans des bâtiments scolaires au service de secours. Enfin, des exercices de sécurité sont au programme. Avec nous sur ce plateau, Claudine Schmitt-Lenné, recteur de l'Académie de Grenoble. Bonsoir madame, merci d'être à nos côtés. Première question donc sur la sécurité. Faut-il prendre des dispositions spécifiques autour des établissements scolaires cette année? Oui, tout à fait, mais même au sein des établissements, et donc chaque établissement est un cas particulier. Et ce qu'il faut savoir pour répondre à une inquiétude légitime des parents qui s'exprimaient là tout à l'heure à votre antenne, eh bien c'est un plan et qu'ils verront très concrètement, rapidement, avec une phase effectivement d'anticipation sur des plans de mise en sûreté des établissements. Et donc chaque établissement est spécifique, il faut y travailler. C'est-à-dire qu'il y a une étude établissement par établissement? Oui, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, des mises en sécurité, donc c'est l'aspect sécurisation. Là, c'est un travail partenarial, et donc vous avez interrogé Monsieur le maire, effectivement. Donc partenariat avec les collectivités. Donc c'est un sujet, effectivement, sur lesquels, pour chaque établissement, il faut regarder, suivant, je dirais, la configuration des lieux, la façon de mettre en sécurité. Et puis c'est aussi toute cette attention portée sur la formation, que ça soit pour les enseignants, pour les chefs d'établissement, pour les élèves. Avec des exercices notamment. Avec des exercices. Et puis je pense que ce qui rassurera
rassurera aussi les parents, c'est de voir justement tout ce qui est déployé, les consignes que nous donnerons bientôt. Ils recevront ces petits livrets sur ces aspects-là. Et donc des exercices qui seront faits, dont un obligatoirement avant la Toussaint. Alors, il ne s'agit pas du tout d'inquiéter les enfants. Tout ça est fait justement même avec des tout petits pour avoir des exercices simplement, par exemple, de mise en silence, comment on fait pour se cacher ou des choses comme ça. Il ne s'agit pas du tout de céder à une paranoïa. Il s'agit de commencer à installer une vraie culture pérenne justement sur ces aspects de sûreté. Alors, au-delà de la question de la sécurité, cette rentrée 2016 est également marquée par la bonne santé des effectifs scolaires dans la région. À elle seule, la Haute-Savoie compte cette année près de 900 écoliers supplémentaires. Alors là-bas, les ouvertures de classes sont nombreuses. Exemple à Contamine-sur-Arve, près d'Annemasse, une école où ce renfort est plus que bienvenu. Sur place, Marion Feutry et Yves Mariglo. Rentrée tout sourire pour ces élèves de CE1. La joie de retrouver les copains, les fournitures flambant neuves et d'inaugurer la nouvelle classe gagnée cette année par cette école primaire. Une bonne nouvelle pour les parents. Ils sont moins nombreux dans les classes et ils ont un cadre idyllique dans cette école. Une ouverture de classe mise en œuvre depuis plusieurs mois. De la recherche d'une salle adaptée à la commande de nouveaux matériels, en passant par le recrutement d'une nouvelle enseignante. J'ai appris que c'était une ouverture de classe, que j'avais pas encore de manuel, de cahier, etc. Que la classe était à construire, quoi. Donc on va la construire cette année avec tous les élèves et je pense qu'ils en seront heureux. Une nouvelle classe pour répondre à une hausse d'effectifs. 18 élèves en plus inscrits cette année. Cette classe permet de répartir les enfants différemment sur l'école et de les intégrer dans la nouvelle classe. Mais cette nouvelle classe, elle est globale sur l'école en fait, ce qui permet un allègement dans toutes les classes et des meilleures conditions de travail, bien entendu. Dans cet établissement, c'est la 4e ouverture de classe en 5 ans. À chaque fois, le même challenge, assurer l'accueil de tous les nouveaux élèves. On a un grand projet qui va commencer dès la fin de l'année. Le permis de construire est en cours pour créer 6 nouvelles classes, un accueil périscolaire, un restaurant scolaire qui sera vraiment adapté pour tous les enfants. Car dans la commune, la population ne cesse d'augmenter. Une 50aine d'habitants supplémentaires chaque année, attirés par la proximité de la Suisse et les emplois dans la vallée. Madame le recteur, les chiffres sont très impressionnants. On vient de le voir ici à Contamine-sur-Arve. C'est également le cas à Grenoble, dans d'autres secteurs de la région. 300 postes d'enseignants ont également été créés cette année. Qu'est-ce qui explique le dynamisme de cette académie de Grenoble ? Il y a effectivement une académie qui est démographiquement favorable, dynamique, avec quand même des disparités. Effectivement, là, vous avez pointé la Haute-Savoie, qui est le secteur, en tout cas le département, qui est le plus dynamique. Et donc, c'est 50 ouvertures de classes cette année en Haute-Savoie. Bon, il faut savoir que pour l'académie, c'est 1250 petits. Là, on parle des classes élémentaires en plus cette année. Savoir aussi que, par exemple, en France, c'est une démographie atone pour l'école. Et malgré tout, des postes très nombreux supplémentaires à l'échelle nationale, c'est 3900 pour le premier degré. Et donc, dans notre académie, évidemment, nous avons à la fois des moyens qui permettent de s'ajuster à cette démographie, mais je dirais des moyens même largement supplémentaires pour pouvoir aussi installer des aspects très qualitatifs. Une seule petite exception, la Savoie, où là, pour le coup, le nombre d'enfants baisse. Donc ça veut dire fermeture de classe ou on redistribue ? Ça veut dire des redistributions, des ajustements. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, alors c'est évidemment toujours plus facile quand on a à ouvrir qu'à fermer, c'est s'ajuster à la dynamique de la société, puisqu'on n'est pas dans un système figé, c'est un système vivant, même si les établissements, eux, sont configurés évidemment dans la durée. Alors la grosse angoisse des parents, c'est la réforme du collège aujourd'hui, jour de rentrée. Est-ce que tout est prêt ? Est-ce que tout est réglé ? Est-ce que toutes les incertitudes peuvent être dissipées sur cette réforme du collège ? Alors cette réforme du collège, elle a été largement préparée. D'ailleurs, vous en êtes fait l'écho. Il y a eu suffisamment, je dirais, de médiatisation sur cette réforme parce qu'en fait, il y a eu un temps de formation très important tout au long de l'année. Donc, il y aura automatiquement des petits ajustements à faire dans des emplois du temps, mais en tout cas tout a été prévu et tout a été vraiment installé avec de nombreuses heures de formation, des jours de formation pour les enseignants. Et dans quelques jours, il faudra déjà préparer la rentrée 2017. Et oui. Merci beaucoup Madame Schmitt-Lenné d'avoir été notre invitée, recteur de l'Académie de Grenoble. Bonne rentrée à vous également. Merci beaucoup.
Merci. Et pour être vraiment complet sur la rentrée des classes, rendez-vous sur notre site internet alpes.france3.fr. Vous y retrouverez un dossier complet justement sur les chiffres, les reportages et toutes les informations à connaître. Tout ça est à votre disposition sur alpes.france3.fr. Fait divers, avec cet avis de recherche lancé par les policiers grenoblois. Le jeune Romain Dehaze, 20 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis mai dernier. Il a été vu pour la dernière fois dans le village olympique. Il mesure 1,85 m. Si vous avez des informations, n'hésitez surtout pas à contacter la police au 04 76 60 42 86. C'est un pari tenu. Le conseil départemental de l'Isère a réussi à rouvrir aujourd'hui pour la rentrée scolaire le tunnel de la Saint-Pancrace en Chartreuse. Il était fermé depuis 2 mois. Les travaux de sécurisation avaient été retardés par un éboulement. Seul ombre au tableau, le tunnel de Saint-Pancrace restera temporairement inaccessible la nuit. Pour terminer les derniers ajustements, Xavier Schmitt et Florine Eba. Rentrer avec le sourire pour les habitués de cette route de montagne. Ils peuvent de nouveau passer par le tunnel de Saint-Pancrace. Il était fermé depuis la fin du mois de juin. Habituellement, quelques 2000 véhicules l'empruntent chaque jour. Je crois que ça soulage pas mal de monde sur le plateau parce que ça nous permet de redescendre plus rapidement sur Grenoble et c'est quand même vachement bien. Parce que sinon, il faut faire tout le tour et ça rajoute beaucoup de temps de trajet. Les travaux lancés au mois de mai visent à adapter cet ouvrage de 500 mètres aux normes de sécurité. Un éboulement est venu compliquer le chantier et a nécessité la fermeture à la circulation. Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre pour prévenir les accidents. Donc il y a une barrière qu'on peut voir ici. Il y aura également des panneaux à messages variables qui vont être de chaque côté du tunnel, ainsi que des caméras et des feux qui vont au rouge indiquer qu'il ne faut pas rentrer dans le tunnel. On va également terminer d'équiper l'intérieur du tunnel avec des niches de sécurité qui sont équipées de postes d'appel d'urgence et d'extincteurs et de prises électriques. 3000 habitants environ vivent là-haut, sur ce plateau du massif de la Chartreuse. La fermeture du tunnel occasionnait bien sûr une gêne pour aller dans la vallée. 25 minutes en plus par la déviation. Désagrément aussi pour les commerces et les restaurants. Juste une baisse de 20% à peu près approximatif, on va dire, le soir. Parce que les gens, dans leur tête, c'est faire le tour par la terrasse et le Touvet. C'est trop long. Les gens qui passaient devant chez nous le matin pour aller travailler et puis qui remontaient le soir, ne passaient plus par chez nous, donc passaient par la terrasse et ça nous a donné quand même un manque à gagner. Le tunnel sera tout de même fermé la nuit entre 21 h et 6 h pendant une douzaine de jours. Les derniers aménagements seront achevés fin septembre. Allez, contrairement aux enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école, lui va pouvoir souffler un peu et peut-être même partir en vacances. Après sa médaille de bronze sur 200 mètres lors des Jeux de Rio, Christophe Lemaître a été reçu cet après-midi en mairie d'Aix-les-Bains. Inutile de dire que le champion savoyard a été accueilli comme il se doit par ses proches, ses amis et toutes les personnalités locales. Plus de 1000 personnes au plus fort de la fête. En direct de la mairie d'Aix-les-Bains, retrouvons sans plus tarder Maxence Regnault et Christophe Lemaître. Maxence, donnez-nous tout simplement des nouvelles de notre champion. Jordan, je pense qu'il va bien, mais on va lui demander directement. Christophe, bonsoir. Alors je sais que vous êtes très fatigué, vous êtes très demandé. Déjà, merci d'être avec nous. Mais je suppose que cette fatigue, elle passe mieux quand on voit tous ces gens qui viennent vous voir et vous accueillir et vous célébrer. Ouais, totalement. Ça fait énormément plaisir de voir autant de monde qui était venu ici pour me féliciter. Je pense qu'il y en avait encore tout autant qui m'ont encouragé de voir leur télé pendant que je courais, donc ça fait énormément plaisir de voir qu'ils étaient aussi nombreux, quoi. Justement, on va revenir sur cette course, sur ce 200 mètres qui vous rapporte une médaille de bronze. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette course des starting blocks jusqu'au moment où vous cassez sur la ligne? Au départ, j'étais parti sur le schéma de vraiment dépasser tout de suite le néerlandais qui était devant moi, couleur 8, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça en fait. Et à peine 5 secondes de course, il y a Diabol qui déboule dans son couloir, qui me dépasse. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu perturbé parce que je me suis dit que là, mince, je suis vraiment en difficulté. Là, je ne suis pas dans ma course et il faut que je réagisse, quoi. Et puis après l'entrée de la ligne droite, j'essaie de remettre le coup d'accélérateur. Et puis je vois que Martinet, il tient, j'arrive pas à le dépasser. Et je me bats avec lui pour la 3e place. Et j'ai pas eu d'autre choix que de vraiment casser comme un ouf dans les 3 derniers mètres si je voulais espérer le dépasser, quoi, et avoir cette médaille de bronze.
Et justement, après avoir cassé, il y a cette attente interminable. Qu'est-ce qui passe dans votre tête à ce moment-là? Vous y croyez? Vous espérez? Ouais, j'espérais parce que moi j'étais persuadé d'avoir été fini devant le néerlandais au couloir 8. Après, je vois que ça met du temps, donc je me dis peut-être que en fait, finalement, c'était pas moi, c'était lui. Et puis bon, une fois que je vois que le résultat est confirmé, que c'est moi qui suis troisième, explosion de joie, libération et célébration, quoi. On était venu vous voir juste avant les Jeux. Pierre Carraz et vous-même, vous nous aviez dit que vous étiez mieux préparé que pour plus près. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux Olympiades? Il y a beaucoup de remises en question, il faut dire ce qui est. C'est vrai que l'échec de Londres a fait mal et on a tout fait pour se remettre dans la bonne dynamique. Alors peut-être parfois on n'a pas fait les bons choix. C'est vrai qu'on s'est énormément entraîné, beaucoup plus que d'habitude. Et ça nous a mis hors du coup, par exemple, pour les championnats d'Europe où j'ai tellement bossé que voilà, j'ai pas pu être performant parce que j'avais encore le travail dans les jambes. J'ai pas assimilé tout ce travail. Puis après 2015, il y a beaucoup de blessures. Donc j'ai pas pu être performant à ces championnats du monde. Donc voilà. Puis après 2016, j'ai décidé d'essayer d'attaquer l'année sereinement, essayer de me poser, essayer de ne pas prendre la tête, courir pour moi, courir pour mes objectifs, pour mon plaisir personnel. Et je pense que c'est ça qui a vraiment marché parce que j'ai réussi à me poser mentalement, à essayer d'oublier, de ne pas penser aux années difficiles et de penser à l'avenir. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé vraiment. Maintenant, vous l'avez, cette médaille de bronze. Vous pouvez nous la montrer un petit peu plus? C'est quoi désormais les limites de Christophe Lemaître? On sait que Usain Bolt va peut-être se retirer. Il y a de la place pour Tokyo, pour encore mieux? Ouais, je pense qu'il y a de la place pour un peu mieux. Ça s'est vu en finale que de toute façon, tout le monde a couru moins vite. Et donc je pense que d'après ce que j'ai montré à ces Jeux Olympiques, j'ai fait mes meilleurs chronos de la saison à ces moments-là. Et donc ça prouve que voilà, je suis un homme de championnat, que je peux faire les chronos dans les meilleurs moments. Donc je pense que j'espère que ça continue ainsi, que dans les années à venir et des autres championnats. Voilà. On aimerait vraiment parler, continuer avec vous. On est limité. Bon courage, bon repos et on se retrouve à Tokyo alors. Ça marche, merci. Et c'est vrai qu'elle est belle. Merci beaucoup à Maxence Regnault, à Dominique Semet et à Jean-Pierre Ardito pour ce duplex. Si vous vous rendez souvent à Lyon, voilà qui devrait vous intéresser. Après les vélos et les voitures, la ville aura bientôt son service de scooter électrique en libre service. Un service écolo qui pourrait être très efficace pour ne plus subir les embouteillages. Regardez. En silence, il s'apprête à faire son entrée dans le paysage lyonnais. Le scooter électrique en libre service débarque demain à la gare de la Part-Dieu, dans les parkings des Halles et des terreaux. Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord s'abonner chez Lyon Parc Auto. Vous passez votre badge, vous levez la selle. Vous avez la place de ranger la prise qui vous permet de charger le deux roues. Ensuite, pour démarrer, j'appuie dessus. Il y a une sécurité qui est ici que j'active. Et là, on peut voir que la roue tourne. Je suis prêt à partir. Un casque, un GPS et même une hotline en cas de pépin sont compris dans le service. La démarche se veut avant tout écologique. Pas de bruit, pas de pollution. Et ça circule très bien. On pourrait croire qu'il y a moins de puissance, mais ça va très bien pour se faufiler entre les voitures. C'est parfait. Après Paris, Lyon est la deuxième ville de France à expérimenter le scooter en libre service. Tarif 6 € de l'heure contre 18 € dans la capitale. Pour l'instant, seuls 10 deux roues sont mises en service à Lyon. On a besoin de savoir si effectivement ça correspond véritablement à Lyon, à un besoin. Et on a aussi besoin de savoir, ou plutôt de confirmer que ce n'est pas plus accidentogène qu'un autre mode de transport. Une formation gratuite de 2 heures est d'ailleurs proposée à tous les abonnés qui le souhaitent. Attention, pour pouvoir utiliser ces scooters, il faut avoir plus de 20 ans et selon les cas, être titulaire du permis ou d'un BSR. C'est un moyen de transport sans doute moins vert que le scooter électrique, mais bien plus étonnant encore. Connaissez-vous l'autogire, ce cousin certes plus léger de l'hélicoptère? À de nouveau le vent en poupe dans la région de Grenoble, les passionnés ne manquent pas. Grégory Lespinasse et Jean-Pierre Rivet sont allés à leur rencontre. C'est le balai d'un étrange petit engin. Un minuscule bolide tout rouge qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un petit hélicoptère. Encore méconnu, l'autogire est pourtant d'une simplicité épatante. C'est fabuleux parce que contrairement à l'hélicoptère qui tire de l'air par le dessus pour le pousser en dessous, nous au contraire on va s'appuyer sur l'air comme une aile d'avion et on va être propulsé par l'hélice derrière ou alors on va pouvoir descendre à la verticale comme un hélicoptère.
Ok, donc Didier, on a volé la dernière fois sur le M24. Hein. L'autogire fait partie de la famille des ULM, les ultra légers motorisés. Sur l'aérodrome du Versou, Christelle s'est spécialisée dans la formation sur ce genre d'appareil. L'autogire fait aujourd'hui de plus en plus d'adeptes comme Didier, parapentiste tombé amoureux du petit bolide. Je trouve que la grande spécificité de l'autogire, c'est ce compromis entre la maniabilité et la vitesse de vol. On peut voler raisonnablement 130, 140 en croisière, donc ça permet de se déplacer. Et d'un autre côté, c'est un véritable jouet. On peut jouer avec le relief. L'invention de l'autogire remonte à 1923, mais il a longtemps été délaissé. Pourtant, c'est un appareil d'une grande fiabilité. Entre Chartreuse et Beldonne, sa silhouette n'a pas fini de glisser dans les airs. Voilà pour ces belles images de Jean-Pierre Rivet. Notre sujet Grande Région ce soir va vous faire replonger dans l'ambiance de la rentrée des classes. Mais cette fois, je vous propose de partir à la découverte d'un petit atelier où l'on fabrique encore des crayons de couleur artisanaux. Une profession rare et un vrai savoir-faire entretenu comme il se doit dans un petit village du Puy-de-Dôme. La visite est signée Charline Coca et Fabien Gandillon. Tout part d'une branche de saule. Dans cette pièce, la collecte de plusieurs années. Ça a été cueilli sur le coup de Vichy. Ça, c'est un peu plus haut dans la montagne. Ça, c'est également à peu près à 1000 mètres dans le Livradois. Des branchages que Patrick ramasse en automne, lorsque les feuilles sont déjà tombées. Les fagots sèchent là, pendant plus de 6 mois. Et ce n'est qu'à la lumière du jour qu'on voit si les branches sont prêtes à être taillées. Là, je peux m'apercevoir vraiment que j'ai des beaux sujets. Bon, ça va pas faire des gros crayons, ça va pas faire des crayons de couleur ou très peu, mais surtout des crayons à papier. Vous voyez, essayez d'utiliser au maximum les aspérités, en quelque sorte la laideur du bois. Parce que ça, c'est pas joli, mais moi, ce que je veux, c'est le rendre joli. Dans ces bacs, où notre œil ne voit que des bouts de bois entassés, Patrick, lui, imagine ses futurs crayons. Ça, c'est pour les crayons de couleur, avec des mines qui font 6 mm de diamètre. Là, c'est pour les crayons à papier, avec des mines qui font 4 mm de diamètre. Et ça, c'est avec des gros crayons pour les enfants. Le bois est ensuite percé dans sa partie la plus tendre. Les mêmes gestes depuis 18 ans. C'est lui qui choisit, c'est le morceau de bois qui choisit là où il veut aller, là où il veut bien se faire percer. Après, moi, je le ressens. Ça ne peut pas s'expliquer, c'est au niveau des mains. Je force pas, il n'y a rien qui force. Aujourd'hui, ce sera du violet. Patrick fonctionne à l'envie. Un peu de colle d'amidon de maïs, puis la mine épouse le bois. C'est plus simplement une branche d'arbre, c'est devenu un crayon de couleur. Et le but du jeu, après, c'est de faire croire aux gens que ça pousse comme ça. Les crayons prennent vie et 2 jours après, prennent forme. Il faut ensuite les vendre, s'en séparer. Vous voyez, quand je le fais, il passe plusieurs fois dans mes mains. Donc je le connais, je le reconnais, et quand je le vends, d'une certaine manière, je le lègue. La personne, elle achète un objet, mais elle ne peut pas acheter l'amour que j'y ai mis, c'est pas possible. De l'amour, une pointe de couleur, beaucoup de sensibilité. Plus qu'un métier pour Patrick, c'est un travail d'artiste. Et ses crayons, tous uniques, ses œuvres d'art. Allez, pour finir ce Carnet Rose avec la naissance d'une nouvelle chaîne de télévision. À partir de ce soir, 20h, vous pourrez retrouver France Info sur le canal 27 de la TNT. N'oubliez pas de mettre vos box et écrans à jour. La chaîne publique d'information en continu, petite dernière de la famille France Télévisions, vous proposera une approche différente de l'actualité. Regardez.
Toi, tu fais le 7h et 8h aussi? Dernier petit réglage avant le lancement de France Info. Dans quelques heures, la nouvelle chaîne d'information en continu du service public fait sa rentrée sur la TNT. Un média global qui réunit France Télévisions, Radio France, France 24 et l'INA. Et elle est sur la 9. Objectif, miser sur tous les supports et surtout confirmer sa place dans le paysage du numérique. Le projet, initié par Delphine Ernotte dès l'été 2015, se veut moins formaté, plus loin de la course effrénée à l'information. France Info fait le pari d'immerger le téléspectateur au cœur de la rédaction, au plus près des journalistes et des nouveaux présentateurs, toujours debout et en mouvement. Pour les plus impatients, France Info est disponible depuis hier sur Internet et les applications mobiles. France Info que vous pourrez retrouver donc d'ici une grosse demi-heure sur le canal 27 de la TNT. N'oubliez pas de faire une mise à jour de votre télévision. Autre rendez-vous à ne pas rater demain à partir de 14h45 en direct sur notre site internet alpes.france3.fr. Vous pourrez suivre les discours de François Hollande et Angela Merkel. Les deux chefs d'État seront à Évian, en Haute-Savoie, pour un sommet franco-allemand. C'est à suivre en direct donc sur alpes.france3.fr. Ainsi va l'actualité dans les Alpes. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Demain à midi, vous retrouverez Aurélie Massé, Cédric Picot à 19h. D'ici là, passez tous une très belle soirée sur France 3.